Il a escroqué des millions et pourtant les Français en sont tombés amoureux. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Dernière question, pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait un complot des médias, des juges, des politiques? Est-ce que vous imaginez un seul instant que... foutez de ma gueule. Plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Après avoir fait des petits boulots au début de sa carrière, Bernard Tapie a accumulé une fortune de plus de 150 millions d'euros sans l'aide de personne. Il a sauvé des milliers d'emplois, offert à l'OM sa plus grande victoire après des années de défaite et a même fini par devenir militant politique de gauche s'opposant aux grands patrons pour aider les classes populaires à sortir de la misère. Mais c'était aussi un homme qui dérangeait. Un homme qui dérangeait tellement qu'il finira sa vie criblé de dettes, détesté par les médias, condamné par la justice. Votre patron là, il est pas content, il va se faire foutre. Moi j'étais pas là pour censurer. Non, mais j'étais pas là pour censurer. Vous voyez, alors vous allez pas me censurer moi à présent. Ce qui causera en partie sa mort sous le regard médusé du grand public. Mais alors, pourquoi Bernard Tapie dérangeait-il autant? Comment un homme qui a toujours tout fait pour élever son pays a-t-il pu finir aussi détesté? Pour le comprendre, il nous faut remonter à la fin des années 70, à l'instant précis où ces premières controverses voyaient le jour. Dès la fin des années 70, Bernard Tapie, qui a enchaîné les échecs, que ce soit dans la création d'entreprises ou encore dans la chanson, décide de se spécialiser dans l'achat de sociétés en dépôt de bilan. J'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. En commençant par une imprimerie normande qu'il rachète pour un franc symbolique. Ce modèle de rachat va devenir son leitmotiv. Et toutes, je dis bien toutes les entreprises qu'il rachètera par la suite seront des affaires, plus ou moins grosses, au bord du dépôt de bilan. C'est ainsi qu'au cours des années suivantes, il rachète La Vie Claire qu'il va littéralement sauver in extremis. Puis aussi Terraillon, Donnet ou encore Vendeur, toujours pour un franc symbolique en espérant multiplier les gros coups. En 1985, son groupe possède déjà 42 entreprises pour un chiffre d'affaires total de près de 1,5 milliard de francs suisses, faisant rapidement de lui une figure incontournable du paysage entrepreneurial français. L'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Il est bien, il est pas bien, on veut en changer, on n'en change pas, n'empêche qu'aujourd'hui c'est celui-là. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif, tu oublies le chronomètre. Tu vas courir dans l'absolu, mais surtout le chronomètre, ça ne t'intéresse pas. Pour un homme d'affaires, son unité de mesure, c'est l'argent. C'est elle ou c'est lui qui va déterminer celui qui réussit beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout. Il acquiert même l'Olympique de Marseille au bord du dépôt de bilan, toujours pour un franc symbolique, lui permettant de devenir une figure adorée des Marseillais, surtout auprès des classes populaires particulièrement impliquées dans le monde du football. Le rachat d'entreprise est souvent une stratégie gagnante lorsque vous avez par exemple déjà une société qui fonctionne bien, donc ça s'appelle la croissance par acquisition. Mais dans le cas de Bernard Tapie, il s'est focalisé clairement sur des entreprises en difficulté, donc lui il partait quasiment de zéro avec des sociétés qui allaient mal, donc il a tout misé en fait sur quelque chose d'extrêmement difficile pour monter, pour croître et pour obtenir le succès qu'il a toujours cherché dans sa vie. Pourtant, Bernard Tapie ne veut pas en rester là et ouvre dès l'année 1986 plusieurs écoles destinées à aider les jeunes chômeurs à retrouver un emploi. Plus de 2400 élèves trouveront un emploi grâce à elle. 3 qualités: imaginatif, vendeur, meneur. Vous serez tellement obligé de négocier tout le temps, que ce soit avec vos fournisseurs, avec vos concurrents, avec votre personnel, avec vos banquiers, avec votre femme, ou avec votre mari, vous serez tellement obligé de négocier, je vous apprendrai à vendre. Alors certes, il sauve des emplois, jusqu'à plusieurs milliers rien qu'entre 1980 et 1985, mais ce que les médias ne disent pas, c'est que pour faire performer ces entreprises, il est obligé de licencier en parallèle, entraînant ainsi plus de 1000 mises à pied sur la même période, comme le racontera un de ses salariés quelques décennies plus tard. Il est allé s'asseoir à son bureau, il nous a regardé droit dans les yeux, ça a duré un long moment, et il nous a dit, mais autant de monde pour faire si peu de chiffre d'affaires. Donc on a pris une claque monumentale ce jour-là, et pendant une demi-heure après, il nous a pilonné. Ce qui mettra tout autant de familles dans de grosses difficultés financières. En parallèle, une enquête pour abus de biens sociaux est ouverte en liaison avec la gestion de Testu rachetée quelques années plus tôt par Tapie. Ce n'est que le début d'une longue liste de condamnations qui montreront à quel point il ne reculait devant rien, même devant la justice pour maximiser les profits liés à ces rachats d'entreprises. Et pendant que des centaines et des centaines d'anciens salariés commencent à se retourner contre l'homme d'affaires, celui-ci va mettre en place la suite de son plan. Vous voyez ces survêtements que vous avez portés durant votre adolescence? Eh bien, c'est encore Bernard Tapie qui se cache derrière. Car en 1990, Tapie rachète le mastodonte Adidas, alors en difficulté financière.
Adidas décidément sous les feux de l'actualité, comme l'on dit, puisque cette firme allemande, numéro 1 mondial des articles de sport, est officiellement passée cette semaine sous contrôle de Bernard Tapie Finance. Après avoir pris des risques avec le rachat de diverses entreprises en difficulté financière, Bernard Tapie a tout misé sur Adidas, a investi beaucoup, plusieurs millions dans une marque qui, selon lui, allait renaître de ses cendres et allait lui rapporter une fortune à l'avenir. Mais ce qu'on verra par la suite, c'est qu'il a fait un coup de poker, quasiment le coup de poker de trop, qui va se retourner contre lui. Bravo, chapeau d'avoir osé faire ça, mais à ce moment de sa vie, de sa carrière, je pense que c'était un peu du all-in, donc c'était très risqué. Mais ce qui se présentait comme une affaire en or va vite devenir le plus gros cauchemar de sa vie. Le groupe de l'homme d'affaires a tellement grossi qu'il lui a permis de rentrer en bourse. Grâce à l'opération, il peut donc se permettre de racheter la marque de sport en plein redressement. Pour l'acheter, il effectue justement un crédit à une filiale du Crédit Lyonnais, une des plus grosses banques françaises de l'époque. Puis il met en place le plus gros plan de développement de sa vie. Un seul but, sauver Adidas. Il fait alors changer le logo de la marque, renouvelle les collections, délocalise une partie de la production en Asie et revoit toutes les relations avec les distributeurs. À peine 3 ans plus tard, la société retrouve sa rentabilité et finira même cotée en bourse grâce au travail de Bernard Tapie. Seulement, les plans de l'homme d'affaires ont bien changé entre-temps. Ayant pris de plus en plus d'influence dans la vie médiatique, il décide de jouer le tout pour le tout en se lançant en politique. Pour lui, c'est la consécration. Un moyen de faire honneur à la classe moyenne basse qu'il a côtoyée durant toute sa jeunesse. Et à la grande surprise du pays, il se positionne très à gauche en devenant un pion central de la politique portée par le président François Mitterrand. Il deviendra ainsi ministre dédié aux quartiers difficiles, provoquant les foudres des socialistes et des hommes d'affaires. Car d'un côté, les socialistes lui en veulent de trahir leur idéal politique et de l'autre, les hommes d'affaires qui ne sont pas de son bord essayent à tout prix de le faire tomber. Pour ne rien arranger, Bernard Tapie est contraint de revendre Adidas pour éviter tout conflit d'intérêts avec sa position de ministre. Bernard Tapie a donc revendu aujourd'hui sa participation dans Adidas pour un peu plus de 2 milliards de francs à un groupe d'investisseurs publics et privés. À peine Bernard Tapie avait réussi à redresser Adidas qu'il a voulu se lancer en fait un nouveau défi, c'est de partir en politique, réussir en politique. Et je vous cache pas qu'à la différence d'autres pays comme les États-Unis où les gens aiment ces entrepreneurs à succès, en France j'ai l'impression de point de vue extérieur en tant que Suisse que c'est très mal perçu. On aime bien les gens discrets qui réussissent dans la discrétion suite à de nombreuses années de travail. Et là j'ai l'impression que ça a été très mal perçu et du coup il a voulu être et un entrepreneur à succès et un homme politique bien vu. J'ai l'impression que c'était peine perdue d'avance. C'est là que les vrais ennuis vont commencer, car la revente de la marque de sport a bien lieu avec la filiale du Crédit Lyonnais, mais avec un montage financier opaque et au désavantage de Bernard Tapie qui décide donc de porter plainte pour dissimulation d'opérations et montage frauduleux. C'est le début d'une longue bataille judiciaire qui va durer toute sa vie. Dans le même temps, l'homme d'affaires devenu ministre va continuer à faire parler de lui, en commençant par provoquer le plus grand scandale du football français. En 1993, les médias révèlent que pour préserver l'ascension de l'OM, Bernard Tapie a sciemment acheté le match contre Valenciennes. Tous les fans lui tombent dessus et la justice aussi. 165 jours de prison, dont une bonne partie à l'ombre de ces barreaux-là, ceux de la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Bernard Tapie aura donc purgé 6 mois sur une peine de 8 mois ferme pour l'affaire du match truqué, BAOM. Plus globalement, ce sont des milliers de Français qui perdent confiance en Bernard Tapie, le voyant comme quelqu'un d'immoral et d'arriviste. 2 ans plus tard, l'homme d'affaires est accusé de fraude fiscale suite à l'achat et à l'entretien de son yacht qui lui a permis de payer moins d'impôts, renforçant un peu plus le fossé entre lui et les milliers de personnes dans le besoin qu'il tentait de défendre en tant que ministre. Il subira aussi les foudres de ses adversaires politiques qui l'accuseront d'être soutenu par le peuple marseillais dans le cadre de son élection en tant que député au milieu des années 90. Malheureusement, Bernard Tapie a enchaîné un petit peu les mauvaises décisions. En truquant le match OM-Valenciennes, c'était la première. Ensuite, en utilisant de la fraude fiscale pour rénover son yacht et aussi pour payer moins d'impôts, clairement, il a pris 2 décisions de suite qui ont péjoré son image. Maintenant, ça veut pas dire que tout ce qu'il a fait par le passé était mauvais et j'ai beaucoup de peine avec les gens qui sont jaloux de l'ascension des gens, des hommes, des entrepreneurs et lorsqu'ils tombent, ce seraient les premiers à critiquer, à leur cracher dessus, alors que ces mêmes personnes ne font rien dans leur vie et ne passeront jamais à l'action. Puis, il deviendra de plus en plus virulent lors de ses apparitions médiatiques. Défaut, par exemple, vous voulez un scoop? Vous m'avez pas dit que vous avez des faux. Partez pas dans ça parce que je vais vous attaquer encore parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez vous. Il n'y en a pas un de faux chez moi. Alors faites très attention. Non, mais attendez, moi je m'interroge. À l'instant, redites ici, il y a des faux chez vous. Non, le fait qu'il y ait... Redites ici, il y a des faux chez vous. Ce qui fera de lui un homme rapidement détesté par les médias. Alors il faudra vous y faire, vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45, plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et ça vous... Sans grande surprise, l'affaire du match truqué Valenciennes-OM finit par lui faire perdre son mandat de député, mettant officiellement un terme à sa carrière politique. C'est aussi durant la même période
période que l'affaire Adidas va prendre une tournure bien plus grave. En novembre 1996, le tribunal de commerce de Paris condamne le Crédit Lyonnais à verser à Bernard Tapie l'équivalent de 150 millions d'euros. Mais en jouant sur une spécificité du droit français, la banque parvient à mettre la procédure en pause, sans avoir à verser quoi que ce soit. Problème, Bernard Tapie a investi énormément d'argent dans le développement d'Adidas quelques années plus tôt et se retrouve endetté à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs. Et c'est le drame. Tout l'empire qu'il avait construit jusqu'ici se retourne contre lui. L'OM est relégué en Ligue 2 et frôle le dépôt de bilan après l'affaire de corruption, ce qui crée une fracture entre lui et une partie des Marseillais. Les affaires de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux s'enchaînent, ce qui l'éloigne des Français défavorisés qui lui faisaient confiance jusqu'ici. Et son engagement contre le Front National, qui prend de plus en plus de place dans les sondages, l'éloigne d'un bon nombre de citoyens. Pire, il est contraint de licencier en masse au sein de ses entreprises, notamment Testu, qui peinent de plus en plus à joindre les deux bouts, s'attirant à nouveau la fureur des syndicats et des salariés qu'il avait pourtant tenté de sauver toute sa carrière. Puis au cours des années 2000, tout s'enchaîne. Au pied du mur et n'ayant pas la possibilité de faire des affaires à cause de son endettement, il se lance dans le monde culturel. Pendant plusieurs années, on le verra dans le monde de l'édition avec un roman et une autobiographie retraçant ses passages en prison, de la musique et même au cinéma. Prime de cravate. Ah, ça, maman, c'est l'Amérique. Tu vas voir. Ami, tout va bien, bien, quand même. Ah. Ce qui provoquera les moqueries des médias et de certains observateurs. En 2007, il peut enfin souffler. Le tribunal, sollicité dans l'affaire Crédit Lyonnais, rend une sentence favorable à Tapie, lui accordant 403 millions d'euros de dédommagement. Ce qui entraîne une nouvelle polémique, notamment en raison des liens entre l'homme d'affaires et l'un des arbitres judiciaires. Le grand public jugeant par ailleurs le montant du dédommagement moral démesuré. Et ça ne s'arrête pas là car en 2015, l'affaire retourne en justice suite à une enquête. Au désavantage de Tapie qui est condamné à rembourser les 403 millions d'euros pour cause de fraude et d'escroquerie en bande organisée dans cette affaire. Bref, en quelques années, Bernard Tapie est devenu l'homme à abattre, ce qui finira par avoir raison de lui. En raison de ses 75 ans et de ses difficultés financières, Bernard Tapie apparaît de plus en plus affaibli dans les médias. Il paraît fatigué, abîmé, vidé. Pour ne rien arranger, il est diagnostiqué d'un cancer de l'estomac en 2017 qui rendra ses passages au tribunal de plus en plus compliqués dans le cadre de l'affaire du Crédit Lyonnais. La justice française ordonne la tenue d'un procès pénal pour Bernard Tapie. L'homme d'affaires qui lutte actuellement contre un cancer de l'estomac sera jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics. Dans le cas de ses rachats d'entreprises et de ses déboires judiciaires, ses dettes ont atteint un seuil inquiétant de plus de 600 millions d'euros. Et un nouveau jugement, quelques mois avant sa mort, lui soumet sa dernière condamnation. 5 ans de prison avec sursis et 300 000 euros d'amende. Il mourra seulement quelques mois plus tard, laissant l'intégralité de ses dettes à sa femme qui l'aura vu sombrer. Dans l'intimité, votre mari était-il aussi combatif qu'à la télé, ou il était plus tourmenté? Non, il était très combatif. Il avait une résistance à la douleur. Il voulait rester maître du jeu, même avec la maladie. Dans ses derniers jours, affaibli par la maladie et criblé de dettes, Bernard Tapie s'est éteint comme il a vécu, en se battant. Jusqu'au bout, il a continué à se défendre face aux accusations, à contester les décisions de justice, à jurer qu'il avait été dupe, trahi par un système qu'il croyait pouvoir dominer. Mais la réalité est implacable. Celui qui, pendant des décennies, a semblé insubmersible, a fini par sombrer. L'homme qui avait tout bâti, à la seule force de sa volonté, a fini par voir son empire lui échapper. L'homme qui voulait redonner espoir aux classes populaires a été accusé de les trahir. L'homme qui a défendu l'OM jusqu'au bout a été abandonné dans le monde du football. Mais pouvait-il en être autrement? C'est marrant parce que j'ai l'impression de toujours voir la même chose, le même schéma. C'est que quand les gens réussissent, on est un petit peu jaloux. Et quand ils tombent, on est heureux, on critique, on leur crache dessus comme je le disais tout à l'heure. Dans le cas de Bernard Tapie, je pense pas que c'est que juste un problème de ces soucis juridiques qui font que les gens ont commencé à le renier, à le détester. C'est juste qu'il a voulu avoir du succès dans les affaires en redressant des sociétés et en licenciant du monde. Donc forcément, il s'est mis beaucoup de monde à dos. Ensuite, dans la politique, il est parti à l'opposé de d'où on l'attendait. Ensuite, dans le monde du foot, il a voulu truquer certaines choses, certains matchs, enfin en tout cas un, et du coup il a été mal perçu par les autres clubs, les opposants, les supporters des autres clubs. Donc en fait il a essayé d'avoir du succès un peu partout et du coup il s'est retrouvé à avoir finalement des soucis un peu partout et ça s'est retourné contre lui. Maintenant il faut pas oublier un autre grand homme, quand je dis grand, c'est tout simplement tout ce qu'il a voulu entreprendre, et moi ces gens qui passent à l'action, qui essaient de faire bouger les choses, parfois à la limite de la légalité, dans la zone grise, ok, mais qui font bouger les choses, pour moi il en faudrait beaucoup plus, et je
je dis à nouveau, bravo pour tout ce qu'il a entrepris. Maintenant, la manière de faire peut être discutable, mais à nouveau, il a parlé, il a fait et il a réussi dans pas mal de domaines. Donc, ne cassons pas du sucre sur tout ce qu'il a fait et arrêtons de critiquer uniquement la totalité, mais peut-être juste quelques décisions qui ont été relativement mauvaises. Il sera à la fois détesté par la justice, qui ne lui aura jamais laissé un répit à cause de ses nombreux scandales, détesté par les médias aussi, qui auront vu en cet homme clivant une cible à abattre quoi qu'il en coûte, détesté par ses opposants politiques et les hommes d'affaires d'ailleurs, qui auront toujours vu en lui un ennemi de taille pour leurs idées et leur patrimoine. Détesté par une partie des Français enfin, ceux qui n'étaient pas de son bord comme ceux délaissés par le riche homme d'affaires qui avait promis de leur offrir une meilleure situation. Tapi n'a jamais été un homme de compromis. Il n'a jamais fait profil bas, il n'a jamais accepté les règles du jeu. Dans un système conflictuel avec vos concurrents, car c'est sur eux que vous pouvez faire votre croissance. Vous faites la guerre là. C'est la guerre, mais c'est vraiment la guerre. Tous ceux qui veulent pas l'admettre se trompent. Et c'est peut-être ça qui dérangeait le plus. Dans un pays où la réussite se doit d'être discrète, où l'ascension sociale est jalonnée d'obstacles invisibles, où ceux qui montent trop vite sont souvent rappelés à l'ordre, Bernard Tapie a tout fait pour se distinguer. Moi, à 14 ans, j'étais charbonnier tous les étés. Et quand arrivait la rentrée scolaire, mes copains faisaient la gueule, moi j'étais heureux, parce que c'était la fin des sacs de charbon que je manipulais pendant les 3 mois des vacances scolaires. Il a multiplié les provocations, défié ses adversaires avec arrogance, ridiculiser les élites en place, jusqu'à ce que ces mêmes élites se chargent de lui rappeler qu'il n'était pas des leurs. Bref, Tapie était un miroir tendu à la France. J'incarne des millions de gens qui en ont marre que ce pouvoir qui a été pris, séquestré par des gens qui s'autoproclament et qui sont défendus par des complices parce qu'ils sont dans la même mayonnaise. Ils viennent du même endroit. Ça ne suffira pas à m'arrêter. Vous savez la différence entre nous deux? Dites-moi. C'est que vous avez passé votre vie à raconter ce que font les autres. Un pays qui rêve d'ascension, mais qui punit ceux qui réussissent trop. Un pays qui acclame les héros avant de les brûler sur la place publique. Un pays où l'on vénère l'audace, mais où l'on n'oublie jamais de faire payer l'addition. Mais moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Alors oui, Tapie a joué, il a pris des risques et franchi les limites, mais s'il avait agi autrement, aurait-il aidé autant de jeunes et de salariés à s'en sortir dans les temps compliqués ? Être entrepreneur, c'est parfois devoir jouer avec la zone grise pour perdurer. Autant dans l'optique d'augmenter son patrimoine que pour œuvrer au bien commun à sa façon. Bernard Tapie en est la preuve. Mais c'est aussi le cas d'un autre entrepreneur au parcours bien plus controversé. Un entrepreneur parti de rien, comme lui, qui a su atteindre les plus hautes sphères du pouvoir italien tout en façonnant son pays. Je vous parle bien évidemment de Silvio Berlusconi. Et je vous raconte sa folle histoire juste ici. C'était Patrick Robetti, je vous dis à très bientôt pour une prochaine enquête.